Avant de commencer, je voulais vous signaler que James Dunn, lanceur d'alerte sur des systèmes de surveillance de masse que la France a vendus à des dictatures, accessoirement, n'est pas là aujourd'hui, il est alité, il s'excuse. Mais du coup, nous avons d'autres invités que je présenterai après. Mais je voulais vous prévenir tout de suite que James Dunn n'est pas là, pour ceux qui cherchent, qui connaissent son visage. Et je vais tout de suite passer la parole à la personne qui lit des extraits de livres avant chaque table ronde. Merci. Donc d'Elisabeth Borel, un juge assassiné. Voilà. Je veux tendre le micro à Laurent Decaune. J'en ai terminé. De Bernard, j'aurais pu parler des heures, mais il fallait aller à l'essentiel, sa mort et ses causes. Fait rare lors d'une conférence de presse, après mon intervention, la salle applaudit. Je remarque même ça et là quelques regards embués. Je ne me suis pourtant pas lancée dans cette déclaration pour faire pleurer, mais pour réveiller ceux qui veulent bien m'écouter. Je cherche à stimuler leur prise de conscience, voire leur colère, afin qu'ils exercent leur droit de citoyen, celui qui peut pousser à dire non quand un pilier de notre édifice démocratique, la justice, se délite sous le poids de l'indignité, quand celle qui se dit indépendante du pouvoir politique s'incline devant une fausse raison d'État. Bravo. Bravo, on peut applaudir. Et, je voulais moi aussi commencer par une lecture, puisque aujourd'hui, dans cette table ronde, on va aussi parler de quelqu'un qui est victime. Alors bien sûr, il y a son épouse qui est victime, mais la première victime, c'est lui qui a été assassiné, le juge Borel. Donc parler de la victime, parce que la mémoire, c'est très important. Ceux qui croisent monsieur le procureur Bernard Borel sont frappés par son humanité. S'il est soucieux de faire respecter la loi, s'il ne lâche aucun dossier, ne comptant pas sa peine, il sait que derrière chaque affaire, il y a un homme. Il n'est pas de ces magistrats informatisés, pour lesquels tel délit vaut tant d'années de prison. Le contexte, les causes du délit ou du crime sont à ses yeux d'une importance capitale. Dans le même temps, il est révolté par les abus sexuels sur les enfants. Je me souviens de l'avoir vu abattu en constatant ces dossiers qui s'accumulaient sur son bureau. Le plus célèbre, l'affaire Delphine Boulet, mobilisera toute son énergie pendant des mois. Il y travaillera tous les dimanches à la maison. Bernard n'était donc pas un déçu de la justice, il affirmait simplement « Elle n'est pas de ce monde ». Merci. Je vais vous présenter rapidement la table ronde, qu'on a un peu mal définie, mais l'idée, c'est plutôt, par rapport à hier, où on a parlé des criminels, de la sphère illégale, qui pourrait corrompre la sphère légale. Aujourd'hui, on va parler de la sphère légale, celle qui devrait protéger les citoyens, en l'occurrence l'État, mais il y a d'autres acteurs, la sphère politico-administrative, comme on dit. Et on va parler de ses responsabilités, alors qu'elle devrait protéger les citoyens, elle peut se révéler être la structure qui agresse les citoyens, d'où le concept d'abus de pouvoir. On va parler de cela aujourd'hui, et pour parler de cela, Elisabeth Borel, magistrate, femme de Bernard Borel, assassinée à Djibouti, nous y reviendrons. Nous passerons aussi la parole à Mathilde Régis du journal lelanceur.fr, parce qu'elle parlera de James Dunn, qu'elle a interviewé, ce qui nous permettra quand même de parler de ce dossier énorme de vente de systèmes de surveillance de masse. Et Francis Christophe, guéantologue, si vous ne saviez pas que ça existait, spécialiste obsédé de Claude Guéant, obsédé au sens journalistique du terme, mais pas seulement. Il maîtrise aussi très bien l'affaire Boulin. Une table ronde aurait pu être faite autour de l'affaire Boulin. Madame Boulin n'était pas disponible. Croyez bien que nous ferons tout pour faire cette table ronde l'année prochaine. Je vais tout de suite passer la parole à Madame Borel, qui va
nous parler à la fois de ce qu'elle a dû faire. Alors, lancer l'alerte ou simplement défendre la mémoire de son mari, obtenir une certaine justice pour reconnaître que c'est un homicide et pas un suicide, quant à condamner les coupables. Elle va nous parler de ça. Et puis, pour bien nous parler de ça, quelles sont les responsabilités de l'État, de la sphère politico-administrative dans cette histoire? Les gangsters sont finalement très loin, les responsabilités des gangsters sont finalement très loin dans ce dossier. Madame Borel. Oui, bonjour. Alors je voudrais d'abord dire que moi je suis moi-même magistrat et que c'est vrai que j'avais une idée de la magistrature qui ne correspondait pas du tout à celle que je connais depuis 22 ans. Et en fait, je me suis aussi posé la question de me dire, mais on m'invite au salon des lanceurs d'alerte, ce qui est un peu un paradoxe, parce que c'est vrai que je suis une victime, mais je veux sortir de ce cercle infernal de la victimologie, parce que je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que juste ce qu'on demande, c'est qu'on nous respecte en tant que citoyens, pas plus, pas moins. Et je pense que le dossier de mon mari est une caricature de ce que devrait être la justice. Pourquoi une caricature? Parce que j'ai découvert que la justice, quand elle ne veut pas enquêter, c'est son premier moyen, c'est de ne pas ouvrir une enquête. Donc déjà, là, le dossier de mon mari, c'était clair. On m'avait dit que c'était un suicide. Donc, bon, quand j'ai expliqué qu'il y avait une circulaire qui imposait, quand un magistrat décédait dans des conditions suspectes, une autopsie, personne n'a entendu. Les circulaires ont été produites. Le tribunal administratif a rejeté ma demande en disant que c'était à moi de faire l'autopsie. Et la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé que c'était à la victime d'un magistrat français détaché par la coopération et assassiné, puisque maintenant c'est le cas, de déposer plainte et demander une autopsie, ce qui est quand même contraire, me semble-t-il, à tous les principes du droit, l'État devant respecter les réglementations qu'il met lui-même en vigueur. Ça, c'était un premier point. Ne pas ouvrir d'enquête, donc le suicide. Alors, j'ai quand même mis 7 ans, jusqu'en 2002, de 1995 à 2002. L'État, à ce moment-là, n'a pas déployé toutes ses capacités. Ça va être un petit peu après. C'est au moment où on va reconnaître, où le dossier judiciaire va permettre de savoir que c'était une affaire criminelle. À partir de là, on va avoir affaire vraiment à toutes les attaques basses, matérielles, cambriolage, accusation de mon mari de pédophilie, de corruption. Il avait aussi des enfants adultérines, il était homosexuel, il avait de l'huile de cannabis dans ses poches. Enfin, je pense que je n'en oublie pas. C'était le rapport de la prévôté. La prévôté, c'est la gendarmerie pour les militaires français qui est chargée des enquêtes sur les infractions commises par ces militaires ou qui sont victimes de ces infractions. Et cette prévôté, elle avait fait un rapport au tribunal permanent des forces armées à Paris, alors que mon mari n'était pas militaire, il était officier de réserve, mais il n'était pas militaire là-bas, il était civil. Et c'est dans ce rapport, il y a toutes ces explications cumulées. C'est-à-dire, c'est soit un pédophile, soit c'est un homosexuel, soit c'est un enfant, soit c'est un père d'enfant adultérin, soit c'est quelqu'un de corrompu, soit c'est quelqu'un qui usait de la drogue. Enfin, je veux dire, elles y sont toutes accumulées. Et je me souviens l'audition de la personne qui était au tribunal permanent au parquet par le juge d'instruction et qui disait « Moi, j'avais encore jamais vu ça. » Parce que c'était tellement beaucoup qu'on savait que c'était faux. Alors tout le monde sait que c'est faux, mais c'est comme la mafia. Tout le monde sait que c'est pas vrai, mais on n'arrive jamais à faire établir les choses. J'ai eu le bonheur d'avoir des collègues qui ont été courageux. Ils n'ont pas été nombreux. Alors je vais dire leur nom. Je dirais que le plus courageux de tous, c'est M. Jean-Baptiste Parlos. Je pense que ça a été le plus courageux parce que quand il est parti à Djibouti, il était persuadé que c'était un suicide, parce qu'on lui avait expliqué. C'est le 4e juge d'instruction qui est donc saisi en juin 2000. Et ce magistrat, il va aller sur place et il va constater que tout ce qu'on lui a raconté, c'est n'importe quoi. Et quand on va repartir des lieux, il va me dire qu'il avait besoin de savoir ce qu'il avait oublié
de faire à Djibouti, parce que je ne reviendrai pas à Djibouti et lui non plus. Il avait compris que c'était trop dangereux. Donc Jean-Baptiste Parlos, c'est un magistrat qui n'a pas baissé les bras et qui n'a pas, quand il a vu les choses, eh ben, il a foncé. Alors il a foncé comment? Il a demandé une contre-autopsie. Il est allé sur les lieux, il s'est donné les moyens. Et effectivement, en 2002-2003, on a eu la preuve que mon mari avait été assassiné. Alors, en tout cas, que c'était une affaire criminelle. Le parquet ne le reconnaîtra, et c'est fait partie aussi des autres moyens qui ont été utilisés dans ce dossier, qu'après avoir fait détruire, ou en tout cas après que la justice ait détruit les scellés, c'est-à-dire les preuves de l'affaire criminelle, et donc les preuves qui auraient pu servir à un procès. Tous ces moyens ont été déployés à partir de 2002 contre nous. Si vous voulez, avant, Madame Borel, elle était folle, donc on n'en parlait pas. Bon, après, quand la justice a dit non, c'est une affaire criminelle, les experts étaient tous d'accord, etc. Bon, c'était plus ennuyeux. Alors là, on a trouvé une autre solution. On va envoyer le dossier à Djibouti, comme ça au moins, les Djiboutiens vont le clôturer et la justice française ne pourra pas continuer. C'est un autre moyen de droit international qui est très souvent utilisé. Et c'est pour ça qu'à un moment, je voulais réunir les victimes de ces infractions à l'étranger, parce que ça s'appelle la règle non bis in idem. Ça veut dire que quand vous jugez quelqu'un dans un pays, l'instruction qui est en cours en France doit être clôturée. Donc, si vous voulez, c'est une technique, et cette technique a été utilisée par l'État français en 2005, et puisqu'ils avaient décidé de donner ce dossier en copie à Djibouti, alors que le président djiboutien était en cause, ainsi que ses services. Ça fait partie des moyens de l'État, et c'est là où on dit qu'il y a un abus de pouvoir, c'est-à-dire que l'État, c'est moi qui décide si c'est un crime ou si c'est un suicide, c'est moi qui décide les moyens que j'utilise pour combattre la victime, parce que quand même, quand on est magistrat et qu'on se retrouve ennemi de l'État, alors qu'on rend tous les jours des décisions au nom du peuple français. Il y a quand même un paradoxe qui est dur à supporter. Alors au début, on m'a fait passer pour folle, après c'était plus compliqué. Mais n'empêche que ça a été systématiquement, tout le temps, tous les moyens qui ont été utilisés. Et c'est vrai que la destruction des scellés en 2015, c'était le coup de massue. Parce qu'au moment où on était arrivé à démontrer l'affaire criminelle, au moment où on avait peut-être des éléments sur les auteurs, intellectuels et matériels, eh bien à ce moment-là, comme par hasard, le tribunal de Paris qui était chargé de garder les scellés, ça fait partie de nos missions dans la justice, eh bien ce tribunal a, comme par hasard, s'est aperçu qu'ils avaient été détruits par inadvertance, mais pas complètement par inadvertance, puisqu'il y a une fausse mention qui a été portée, comme quoi il y avait une ordonnance de non-lieu dans ce dossier, ce qui est faux. Donc il y a une nouvelle plainte pour faux criminels devant le tribunal de Versailles. Mais si vous voulez, ce sont des plaintes de dossiers annexes qui épuisent les parties civiles, c'est-à-dire les victimes qui se sont constituées, et ce sont toujours les mêmes moyens. Si vous voulez, ils ont détruit le dossier criminel en détruisant les scellés et en me forçant à agir encore. Et actuellement, on me conteste ma protection statutaire puisqu'on dit à mes avocats qu'on coûte trop cher à la justice et à notre pays. C'est l'inventaire des moyens qui ont été utilisés. Il y en a eu d'autres. Moi, j'ai pas tout, on pourra en reparler après, oui. Mais j'ai essayé de vous faire un petit peu le tour pendant ces 22 années. D'abord, pas d'enquête, le suicide. Ensuite, quand on le reconnaît, eh ben, on utilise tous les moyens. On va porter atteinte à la victime, porter atteinte à celui qui est mort. On va utiliser la justice. Et c'est là où c'est grave pour vous et ça ne s'améliorera pas. Parce que j'ai le sentiment que la corruption est bien plus importante maintenant qu'elle ne l'était il y a 20 ans. J'ai le sentiment que la justice n'existera plus pour le peuple. Elle n'existera que pour ceux qui auront de l'argent pour payer une procédure ou ceux qui auront de l'argent pour payer un arbitrage. Et à ce moment-là, ce seront les plus riches qui gagneront. Alors, voilà. Non, mais gardez le micro juste un instant. Alors, c'est comme hier, hein, le journaliste ne se sent pas lanceur d'alerte, et c'est normal, il fait son métier. Vous êtes magistrate, victime, vous ne me sentez pas a priori lanceur d'alerte, mais voilà, ce témoignage,
le fait que la liberté d'expression doit être une liberté fondamentale au-dessus de toutes les autres contraintes, etc., ça vous permet aujourd'hui de défendre la mémoire de votre mari et d'essayer de faire condamner les agresseurs. Et du coup, la question c'est juste pourquoi le livre? Dans ce parcours-là, finalement, pourquoi écrire un livre? Alors en fait, on nous avait accusés de capter les médias. Je sais que plusieurs fois, vous savez, c'est un peu l'arroseur arrosé. Donc moi, j'inondais les médias. Alors j'ai jamais eu le sentiment que l'affaire de l'assassinat de mon mari était connue par beaucoup de monde. Quand on arrivait à avoir effectivement un journaliste qui acceptait de faire un documentaire, il est là dans la salle, c'est Bernard Nicolas, ils sont peu nombreux. Par contre, on avait tout de suite en contrepartie un documentaire qui était fait par d'autres personnes avec l'imprimante État, version officielle, comme on veut, ce qui a d'ailleurs avait été fait également pour Fabienne Boulin par FR3. Alors bon, ça venait pas pour le dossier de mon mari, c'était pas la même chaîne, etc. Mais je veux dire, oui, on a connu aussi ça. Et puis quand j'ai sorti mon livre, eh bien, on a sorti 2 livres, un sur la pédophilie de mon mari, qui était un roman, et l'autre qui était également sur cette ligne-là. Ce journaliste de Paris Match a été définitivement condamné par la Cour d'appel de Paris pour diffamation. Mais c'est quand même encore nous qui avons dû déposer plainte contre ce journaliste. Et c'est vrai que c'est quand même le parcours du combattant très compliqué, quoi. Donc il fallait absolument qu'il y ait un livre et maintenant une BD parce que le livre est dépassé, parce que heureusement... donc je dirais qu'en 2003, le parquet avait dit... non, c'est pas 2003, c'est plus tard. En 2007, le parquet avait dit, après que j'ai été reçu par M. Sarkozy, mais sans lien, bien évidemment, avec la visite de M. Sarkozy, il avait juste dit qu'effectivement, le dossier s'orientait vers une affaire criminelle. Et là, il a attendu le 13 juillet de cette année pour que le lendemain, on ne puisse pas trop en parler, puisque c'était le 14, pour annoncer qu'effectivement, c'était une affaire criminelle. On ne parle toujours pas d'assassinat, mais c'est une affaire criminelle. Voilà. Donc on en est là. Donc c'est pour ça qu'il fallait un livre, et c'est pour ça qu'il fallait l'actualisation, et c'est pour ça qu'il y a eu la BD. Et je remercie beaucoup David Servonnet. Je dirais qu'il a lui-même subi cette affaire, puisqu'il a été obligé de partir de chez son employeur à RFI. Il a signé une rupture conventionnelle à ce moment-là avec son employeur parce qu'il a fait jouer sa clause de conscience. Parce qu'on lui a interdit un reportage qu'il avait fait diffuser en 2005. Et donc, il l'avait balancé sur Internet avant la... Donc, face à tous les moyens déployés par un État qui devrait protéger les citoyens et faire la justice sur l'assassinat de votre mari, le livre, plus la BD, comme unique moyen d'affirmer au moins une vérité, votre vérité, certainement la vérité, je crois. L'idée étant qu'on n'a pas beaucoup parlé du pourquoi votre mari aurait pu être assassiné, et on y reviendra, je pense, au moment des débats, car je donnerai la parole à Bernard Nicolas, réalisateur de 2 documentaires sur l'assassinat de votre mari. Mais enfin, l'idée, c'est qu'il était à Djibouti, il avait certainement découvert des choses qui regardent de près ou de loin ce qu'on appelle les intérêts de la France en Afrique, et qu'à la fin, il se serait fait assassiner au moins par les services secrets djiboutiens, avec certainement la complicité de quelqu'un, au moins français, on y reviendra, mais donc il touchait à des intérêts qui méritent, on dirait, de mourir avec la complicité de l'État. Et donc on prend un autre exemple pour faire parler Monsieur Dune, on donne la parole à Mathilde Régis du lanceur.fr, sur ce que Monsieur Dune, excusez-moi, a dénoncé plutôt récemment, le lanceur d'alerte typique dans une entreprise. Je vous passe la parole tout de suite, Mathilde. Alors, en réalité, James Dune ne se présente pas lui-même comme un lanceur d'alerte, mais comme un citoyen ordinaire qui se retrouve face à une situation extraordinaire. Il était employé comme rédacteur technique chez Cosmos, donc qui est une entreprise, une société française qui est à la pointe du Deep Packet Inspection, donc DPI, et qui permet en fait une surveillance en profondeur des communications numériques. Donc lui était employé de 2005 à 2012. Au départ, c'était plutôt une petite entreprise française, donc très spécialisée sur les nouvelles technologies. En 2009, la société est classée confidentielle.
Et un jour, en 2011, il apprend par la presse que certains contrats sur lesquels lui travaille impliquent la Libye de Kadhafi et la Syrie de Bachar al-Assad. En clair, que les programmes que développe l'entreprise française peuvent être vendus à des pays pour surveiller massivement les communications dans la Syrie qui est en pleine révolution et la Libye de Kadhafi. Donc à ce moment-là, lui, ce qu'il raconte, c'est que ça le touche beaucoup. Il entre dans ce qu'il appelle une dépression réactionnelle. Au sein de l'entreprise, le silence est très lourd, personne n'en parle, les gens n'osent même pas se regarder dans les yeux parce que tout le monde sait un peu, a des doutes, ça commence un petit peu à se sentir. Et puis en mai 2012, il saute le pas, c'est-à-dire qu'il poste des documents sur FrenchLeaks, donc la version française de Wikileaks, qui prouvent en fait l'implication de Cosmos dans ces contrats, donc qui sont les programmes Eagle pour la Libye et Asphodor pour la Syrie. Ces deux programmes, ils sont un petit peu détaillés par le journaliste Glenn Greenwald, donc, qui a révélé l'affaire Snowden dans un de ses livres. Donc, quand il parle de 3 programmes de surveillance de masse, ces deux-là, donc Eagle et Asphodor, en font partie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où James Dune se met un petit peu à révéler ses documents et à en parler, c'est au moment où l'affaire Snowden éclate, donc où justement les médias s'intéressent un petit peu tous à la surveillance de masse. Donc finalement, son histoire, au lieu de faire quelques lignes dans les journaux, se retrouve un petit peu propulsée en une. Il est évidemment licencié de son entreprise, poursuivi en justice. Il gagnera son procès au prud'homme, il gagnera un procès aussi également en cour d'appel, et il subira aussi 2 procès en diffamation. Et puis, en fait, au départ, quand il poste les documents sur FrenchLeaks, il a des nouvelles, il n'a pas de nouvelles, il ne sait pas ce que sont devenus ces documents. Et puis, c'est encore une fois à la radio qu'il apprend quelques mois plus tard que c'est la Fédération internationale des droits de l'homme, donc la FIDH, qui se saisit de l'affaire, dont lui serait une des sources à l'origine de la plainte, mais il y en a d'autres. Ce qui a provoqué donc l'ouverture en avril 2014 d'une information judiciaire du pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. Voilà. Bien, c'était très synthétique, merci beaucoup Mathilde. Alors vous voyez, on fait un salon sur les lanceurs d'alerte et aucun d'entre eux ne se considère comme des lanceurs d'alerte. Donc il faut parler d'autre chose, c'est-à-dire il faut parler du fait qu'ils subissent tous la même chose. Donc James Dune est le paradigme, le cas d'école du lanceur d'alerte. Il est dans une entreprise, il découvre quelque chose qui est contre l'intérêt général, qui est gravissime. Il décide d'en parler et tout se retourne contre lui, les collègues, la direction, il est placardisé, puis il est renvoyé, puis il doit aller se faire justice devant les tribunaux. Là, il y arrive au prud'homme, d'autres ont beaucoup de mal. Vous avez des lanceurs d'alerte anonymes qui sont même co-organisateurs de ce salon, dont je sais qu'ils ont gagné au prud'homme des années après et qui n'ont toujours pas encore reçu leur congé payé. Donc vous voyez l'état d'esprit, hein, mais ils veulent rester anonymes, eux. C'est la même démarche ici, avec Madame Borel, bien sûr, ça prend une ampleur autre, parce que c'est un magistrat, et puis il devait y avoir autre chose, mais la même mécanique, ici infamante, que moi je retrouve et que je connais par cœur dans tous les mécanismes criminels, en particulier ceux de la mafia. Il s'agit de dire du mal de la personne, d'isoler ceux qui veulent défendre la mémoire de la victime. Alors on le traitera de tout. Si certains sont choqués qu'on puisse y voir quelque chose de négatif en traitant une personne d'homosexuel, hein, je rappelle quand même que ce n'est plus interdit par la loi et il n'y a rien d'infamant à être homosexuel, mais il faut comprendre donc le mécanisme qui pousse les gens à salir la mémoire des gens en les traitant d'homosexuels, voire je sais pas, pédophile, c'est infamant de nature. Hein. Donc homosexuel, et puis autre chose, il jouait ou il consomme de la drogue. Je ne vois pas non plus pourquoi consommer de la drogue, ça serait la chose voilà, horrible. Parce qu'il y a derrière, d'abord, le fait de passer un message à des gens qui pensent que l'homosexualité, consommer de la drogue, c'est mal. Et il y a faire passer un message comme quoi la personne pouvait être le fruit d'un chantage. C'est des mécanismes très fréquents, des barbouzes, il s'agit de dire cette personne ne pouvait pas être fiable, car vous comprenez, en fonction de ses mœurs, etc., on pouvait la faire chanter. Il faut bien comprendre le mécanisme qui se cache derrière ce type d'accusation. Je passe donc tout de suite la parole à Francis Christophe, journaliste, spécialiste de Clou de Guerre, mais pas seulement, parce que, au-delà de l'affaire de M. Borel, donc je rappelle, en 1995, il se serait suicidé de nuit, pieds nus, auto-immolé à Djibouti.
Monsieur Francis Christophe connaît très bien l'affaire Boulin, ministre de la République, qui se serait noyé dans 3 cm d'eau. Excusez-moi de faire de l'humour qui n'en est pas. Francis Christophe. Oui, donc les points communs entre la manière dont l'État français a traité l'assassinat du juge Borel et l'assassinat du ministre en exercice Robert Boulin saute aux yeux. D'ailleurs, un documentariste journaliste présent dans cette salle ne s'y est pas trompé, puisqu'il a consacré plusieurs documentaires de poids et à l'affaire Borel et à l'affaire Boulin. Je parle bien sûr de Bernard Nicolas. Alors dans le cas du ministre Boulin, donc officiellement suicidé par noyade dans la nuit du 29 au 30 octobre 1979, dès que la famille, c'est-à-dire la partie civile, a eu les moyens d'accéder au dossier, il a sauté aux yeux de tous ceux qui y avaient accès que la fabrication du suicide ne tenait absolument pas la route. Et il se trouve qu'un personnage qui a fait depuis une très brillante carrière a été, on peut considérer qu'il a été un témoin de la première heure de ce grossier maquillage. Je parle en ces termes de Claude Guéant, qui en 1979 était un jeune sous-préfet en poste au cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Bonnet. Et les informations que j'ai reçues en 2010 établissent, sans preuve absolument formelle, mais un très fort faisceau de présomption, comme quoi il était le permanencier de service cette nuit-là. Et de par cette position stratégique, il a eu à connaître des étapes importantes du maquillage de cet assassinat en suicide, ce qui, c'est la thèse que j'ai essayé de défendre dans ce livre, a été le véritable tremplin de sa carrière météorique. Parce qu'un obscur sous-préfet qui arrive quasiment numéro 2 de la République en tant que secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, en étant passé par l'école Pasqua, alors qu'on est un obscur énarque d'un rang tout à fait moyen, il y a là un effet tremplin que, a priori, sa connaissance des circonstances de la mort de Robert Boulin explique. Alors, comme on n'a qu'une heure et que les invités sont très riches des livres, etc., je préfère passer la parole tout de suite à la salle. Tu pourras développer le pourquoi du livre au moment des questions. Qui s'occupe de passer le micro? Je vous remercie. Et voilà, il y a des questions déjà sur la gauche, là-bas. Sur ma gauche, pardon. Enfin, c'est ma gauche. Merci. Je remercie Madame et Monsieur pour leur livre, pour ce qu'ils font. Et je voudrais les interroger sur le fait que vous, c'est votre mari qui a été victime, mais quand les escroqueries, parce que moi j'appelle ça des escroqueries, ont des répercussions en chaîne et qu'après, il y a de nombreuses personnes qui se suicident, et ça, ces suicides-là ne sont pas reliés à des affaires où nous, on a la preuve qu'un juge d'instruction et un substitut du procureur ont changé des dates d'achèvement de travaux pour ne pas aller chercher le maire, enfin bref, des combines.
Et pendant ce temps-là, il y a des commerçants qui se sont suicidés parce qu'ils avaient tout perdu. Vous voyez, donc ça va loin dans ce que vous expliquez. C'est très... je ne sais pas comment la France va s'en sortir. Hein. C'est surtout ça que je crains énormément, c'est comment on va se sortir de cette corruption, parce que c'est de la corruption majeure du début jusqu'à la fin. D'accord. Merci. Vous pouvez commencer par adhérer à Anticor, là, le référent de Paris est là-bas. Adhérer à une association de lutte contre la corruption. À Anticor. Moi, je voudrais juste répondre quelque chose, c'est que oui, il y a beaucoup de corruption. Je pense que la financiarisation du monde a fait que cette corruption s'est démultipliée. Pour moi, c'est très clair. Ce qu'il faut, c'est redonner aux jeunes le sens de savoir dire non. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que dans l'éducation, moi, malheureusement, je reconnais que quand je suis rentrée dans la magistrature, pour moi, un magistrat, forcément, c'était quelqu'un d'honnête. Hein. Ça, alors, excusez-moi, mais moi, jamais mes parents m'auraient dit... c'est vraiment... bon, alors, on n'était absolument pas du milieu. Hein. D'ailleurs, c'est certainement aussi pour ça que Bernard n'a pas été soutenu. Voilà. Mais ce qu'il y a de sûr que moi, pour moi, une affaire comme j'ai vécu, j'aurais eu beaucoup de mal à la croire si on me l'avait racontée. D'où quand même la nécessité de faire un écrit et que cet écrit soit incontestable. Parce que j'ai été attaquée en diffamation, notamment par l'assassin présumé, je dis bien présumé, de mon mari, le corse de service, dont je ne suis d'ailleurs même pas sûre que c'était bien lui, mais il est venu avec un avocat très connu, Maître Dupond-Moretti pour ne pas le nommer, qui m'a traité, et je le redis parce que c'est vrai, qui m'a traité comme un chien devant le tribunal, en disant à un moment au président du tribunal, regardez l'arrogance, en gros, de Mme Borel. Bon, j'ai jamais été arrogante, surtout pas quand j'ai été prévenue. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut quand même ramener les choses à juste proportion. Mais moi, ce que je vois au sein de la magistrature actuellement, c'est plutôt des gens qui font partie de réseaux. Et effectivement, quand vous touchez à des intérêts financiers importants, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je suis juge d'instance. Hein, j'ai pas fait de carrière dans la magistrature, vous imaginez bien. Donc, je suis vice-présidente à Bourg et je suis en charge d'un tout petit tribunal d'instance dans l'Ain. Il se trouve que le juge d'instance a deux gros contentieux. C'est le contentieux du droit de la consommation, c'est-à-dire essentiellement affaires aux banques. Et il s'occupe aussi des tutelles. Eh bien, je dois dire que dans le contentieux civil, c'est-à-dire les prêts que vous faites tous quand vous en avez besoin, c'est normal, nous en sommes actuellement parce que je veux appliquer la loi qui me permet de soulever d'office certaines exceptions. J'en suis à réouvrir les débats pour demander aux banques de me produire des pièces qu'elles refusent de me donner. Donc moi, je rends une décision. Et évidemment, ils font appel. Alors, la cour d'appel, je ne sais pas ce qui s'y passe, je n'y suis pas. Mais en tout cas, ça se passe comme ça. Donc, déjà, une banque, établissement institutionnel, soumise à des règles très précises, qui dit au juge, vous me demandez des pièces, je ne vous les donne pas, ça pose question. Je vais vous parler de mes fonctions de juge des tutelles également, pour vous dire à quel point ça se dégrade. Avant, nous avions plusieurs possibilités de désigner des tiers quand les familles n'étaient pas là. Alors, nous avions notamment les préposés d'établissement, qui étaient des fonctionnaires de l'hôpital, qui avaient souvent un gros service de comptabilité et qui permettaient effectivement de prendre en charge les mesures de tutelle ou de curatelle qui étaient notamment pour des personnes âgées ou des handicapés. Alors, ces préposés ont été rendus obligatoires par la loi de 2007. Il n'y en a plus. Pratiquement plus, parce que l'État, ça coûte trop cher. Il y a après les mandataires privés, c'est-à-dire des personnes que vous désignez, qui sont habilitées, qui ont une formation, qui sont maintenant, c'est le préfet qui les nomme. Et puis nous avons des énormes associations tutélaires. Et plus ces associations sont grosses, et moins elles sont contrôlées et contrôlables. Et donc je dis,
qu'actuellement, ceux qui sont en charge de la protection des majeurs protégés, c'est-à-dire vous et moi dans quelques années, si nous ne pouvons plus faire face à nos obligations, eh bien, nous aurons affaire à des associations dont on n'arrive pas à contrôler ce qu'elles font avec les comptes des majeurs protégés. Je le dis, je le répète, je pense qu'un magistrat maintenant n'a plus les services compétents et honnêtes et diligents pour assurer la tutelle des personnes. Voilà, ces deux exemples où j'ai vraiment eu l'impression depuis le début de mes fonctions que c'est catastrophique. Il ne se passe pas une année sans que le monde fasse un dossier sur l'état catastrophique de la justice française, que ce soit au niveau des moyens. Je suis désolé de répéter que pour moi, l'indépendance du procureur, c'est un énorme problème en France. Et on pourrait développer ainsi, puisque par exemple, je suis spécialiste de la magistrature italienne, qui doit avoir bien des défauts, mais qui a quand même un mécanisme d'indépendance à tous les états. Je pourrais y revenir. Juste rebondir sur les banques quand même, parce que certains vous diront que ce sont des établissements privés qui font ce qu'ils veulent, etc. Je rappelle que les banques sont gavées d'argent public lorsqu'ils font des bêtises et qu'ils ont des problèmes d'argent. Donc c'est aussi notre argent, je vais vous le dire. Oui, y a-t-il d'autres questions ? C'est nous qui les renflouons quand il y a un problème. Elles sont privées, mais... Oui, bonjour. Beaucoup plus qu'une question, une réflexion, un prolongement de ce qui a été dit sur l'assassinat du juge Borel, l'assassinat de Robert Boulin. Je veux parler de l'enlèvement et de la disparition de Mehdi Ben Barka à Paris. Je suis son fils et je voudrais parler un peu des responsabilités et des pratiques de la sphère politico-administrative. Je suis partie civile depuis 42 ans. Mon père a été enlevé il y a 52 ans. Il y a une instruction qui est encore ouverte au parquet de Paris. Et la sphère politico-administrative a fait tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle veut jusqu'à présent, pour empêcher la justice de faire son travail. Bon, je vous ferai ici grâce de toutes les péripéties, de la raison d'État, des secrets défense, etc. Donc voilà. Et puis pour prolonger un petit peu ce qui a été dit, c'est-à-dire nous, c'est vrai, ça fait 42 ans qu'on se bat, mais on a eu la chance que le dossier est encore ouvert. Il y a eu, il y a 3 ans, 4 ans, un additif à la convention judiciaire franco-marocaine qui fait qu'aujourd'hui, l'affaire Ben Barka ne pourrait plus... Enfin, l'affaire Ben Barka. Un dossier judiciaire Ben Barka ne pourra plus être ouvert à Paris. J'espère qu'il n'aura pas la possibilité. Je précise. Donc, dans l'additif de cette convention franco-marocaine, il a été précisé que chaque fois qu'une affaire... qu'un crime commis en France où est impliquée une personnalité marocaine, le juge français est dessaisi et c'est la justice marocaine qui va enquêter. Et connaissant l'indépendance de la justice marocaine aujourd'hui, on peut se douter que l'affaire avancera très rapidement, comme l'éventualité du transfert du dossier Borel à Djibouti. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage. Sur une échelle plus longue de l'histoire de France, je dirais que l'assassinat de Borel n'est que la continuité de ce qui s'est passé pendant la décolonisation en France, car on ne dit pas assez que le prix à payer de cette décolonisation, finalement un peu à marche forcée, ça a été des assassinats en tout genre, des officines dont on sait qu'elles avaient le pouvoir, par exemple, de traiter avec des gangsters, cette fois, et de leur donner des cartes tricolores, j'en passe et des meilleurs, et d'assassiner des opposants marocains, tunisiens, et français qui étaient pro, etc. Donc l'histoire de la décolonisation française regorge de ces abus de pouvoir érigés en système. Est-ce que Bernard Nicolas voudrait bien nous... j'aimerais bien que vous lui passiez le micro, Bernard Nicolas, réalisateur, parce que moi, ce que j'aimerais faire un jour, c'est un atelier où on regarderait un documentaire qui traite de ces phénomènes, où on aurait à la fois la parole du réalisateur sur comment on fait ce type de documentaire, et bien sûr aussi la victime ou la personne concernée. Donc ma question c'est, monsieur le journaliste, comment on fait des documentaires sur des thèmes aussi obscurs? Pourquoi vous avez fait ça? Si vous pouviez nous en parler 2 minutes. Bah, écoutez, c'est assez simple. Je suis en train de faire le calcul. À peu près 35 ans de carrière maintenant. Je suis devenu progressivement, après avoir été un jeune reporter, puis un reporter confirmé, aujourd'hui un vieux reporter, un passionné de ce que j'appelle la version officielle. C'est-à-dire que pour la tordre ou la détordre,
Et en l'occurrence, quand Francis Christophe, mon ami et collègue, disait tout à l'heure que, effectivement, j'avais traité sous forme de documentaire les deux affaires, Boulin et Borel, qui, à 16 ans d'intervalle, se ressemblent étrangement. Il y a le côté un peu exotique de Djibouti dans l'assassinat de Bernard Borel, mais c'est exactement la même chose, la même stratégie de l'État, au sens strict du terme, pour étouffer une affaire. Et la première, pour nous, les médias, le premier critère, c'est d'asséner une version officielle, asséner une vérité. C'est un suicide, circuler, il n'y a rien à voir. Si bien que pendant des années, c'est vrai qu'à partir de l'année 98 à peu près, jusqu'en 2002, quand les premières expertises médico-légales sont sorties dans l'affaire Borel, j'étais à peu près le seul, avec David Servenet, obscur journaliste de RFI. Moi, je travaillais à Canal+ à l'époque, enfin à TF1 d'abord et à Canal+ après, et j'étais à peu près le seul dans le désert djiboutien à essayer de décortiquer cette histoire. Et je me souviens très très bien, à l'époque, d'un journaliste du Parisien, dont je tairai le nom, c'est un copain, qui est venu me voir lors de la conférence de presse dont on citait un extrait tout à l'heure dans la lecture du livre d'Elisabeth Borel. Ce journaliste, je lui ai dit, mais comment se fait-il que tu sois là aujourd'hui et que tu n'aies pas été là hier pour enquêter sur cette affaire? Parce que c'était une affaire typique pour lui, quoi. Il avait le goût de l'investigation. Et il m'a dit, mais j'étais allé voir les flics de la brigade criminelle, ils m'avaient dit que c'était un suicide, donc pour moi, c'était un suicide. Donc, c'est ce que j'appelle ça du journalisme de commissariat, et moi, ça m'a jamais intéressé. Je ne suis pas derrière les gyrophares à courir derrière les flics et voir ce qu'ils font. J'essaie de faire mon travail seul, ou je suis assez partageur aussi, avec d'autres collègues qui ont la même démarche que moi. J'ai travaillé seul sur l'affaire Borel, mais sur l'affaire Boulin, j'ai travaillé avec un journaliste remarquable qui s'appelle Benoît Colomba, qui a écrit un bouquin sur l'affaire Boulin qui s'appelle Un homme à abattre, qui est sorti en 2007 chez Fayard. Je vous conseille de le commander si vous ne l'avez déjà lu. C'est un bouquin exceptionnel. Et en réalité, Benoît a travaillé 15 ans d'affilée sur l'affaire Boulin. C'est exceptionnel pour un journaliste de passer autant de temps sur un dossier. Je pense que, je ne sais pas si Francis me démentira, mais je crois qu'aujourd'hui, en France, comme hier, hélas, je pense que le journaliste français ne travaille pas assez. Bon, je peux le dire maintenant, moi, ça vient d'un journaliste. Ma carrière est derrière moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que sur des dossiers emblématiques comme ceux-là, qui sont des affaires d'État, État au pluriel pour l'affaire Borel, il faut travailler, il faut prendre du temps, il ne faut pas survoler un dossier. Souvent, aujourd'hui, le journaliste travaille de manière furtive sur un dossier et il ne va régurgiter que ce qu'il aura ingurgité de ce que j'appelle la version officielle. Et ça, c'est une erreur parce que, en général, 9 fois sur 10, on tape à côté. La vérité officielle n'est pas la vérité. Pour aller dans le sens de Bernard, je préciserai aussi qu'un journaliste vit rarement de sa fortune personnelle et que mener de longues enquêtes, il trouve peu de médias susceptibles de le laisser faire. Désolé, ce n'est que la musique qui se met en route, ce n'est pas la sonnerie. Je vous en prie, quelqu'un veut... Oui, vous avez le micro. Voilà, j'ai le micro. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Bernard Nicolas. Bon, André Lucas, je suis du comité de soutien à Elisabeth Borel, qui a été créé à Lisieux en 2004-2005, suite d'ailleurs au documentaire de Bernard Nicolas qui nous a révélé l'ampleur du problème. Bon,
Bernard Borel était procureur de la République à Lisieux pendant 6 ans. C'était quelqu'un d'exceptionnel, reconnu par tous. Et quand la nouvelle de sa mort est arrivée, personne n'y a cru à Lisieux. La théorie du suicide a commencé par Madame Roudy, qui était maire, et qui a dit c'est pas possible. Donc, quand on a découvert qu'Elisabeth Borel était un peu seule, on a créé ce comité de soutien pour l'aider. Moi, je pensais que ça allait prendre quelques années, mais ça fait presque 10-12 ans qu'on essaie de vous aider. Moi, ce qui me paraît important dans ce qui... Bon, je suis arrivé un petit peu en retard parce que mon train était en retard, j'arrive de la Normandie. Ce qui me paraît important, c'est de voir que... ce qui m'a frappé dans cette affaire, comme dans l'affaire Boulin, comme dans d'autres affaires, Bugalet-Brest, Karachi, dans ces affaires d'État, c'est qu'à chaque fois, le secret défense est utilisé abusivement pour empêcher la justice d'avancer. Donc c'est un problème. Pour moi, c'est un enjeu. Moi, je suis un simple citoyen lambda. J'ai eu quelques responsabilités associatives ou politiques, mais mineures. Par contre, je pense que le citoyen, il y a un enjeu démocratique pour chacun d'entre nous. En effet, quand on est confronté à ces affaires, si on est seul, c'est fini. Il faut être collectivement rassemblés pour soutenir les personnes qui sont concernées, faire en sorte que l'affaire ne soit pas enterrée. Moi, je rends hommage au travail de Bernard Nicolas, parce que ce travail d'investigation, c'est un long, coûteux. Je sais que maintenant, par exemple, il a du mal à financer actuellement un documentaire sur les hôpitaux, parce que personne ne veut le financer. Que le journalisme d'investigation, on vient de le voir avec ce qui se passe à la télé, à France 2, complément d'enquête et tout ça, sont menacés, pas par hasard. Hein. Non seulement le journalisme d'investigation coûte cher, mais en plus il dérange. Moi, ce qui me paraît important, c'est de voir que chacun peut jouer un rôle et que là, on est en train de franchir une étape. On a réussi à créer un collectif où 8 affaires sont rassemblées. L'affaire Ben Barka est dedans. 8 affaires sont l'affaire Audin, l'affaire de Thierry Roy. Et on va essayer de regrouper d'autres pour créer un collectif, pour interpeller les politiques, en particulier le président de la République, qui actuellement, là, sur l'affaire Sankara, a dit des choses. Donc, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un gouffre. C'est là qu'il faut que le citoyen... La vigilance citoyenne s'exerce, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les paroles. À chaque fois qu'on vous dit à la radio, tiens, on a déclassifié tel et tel document, maintenant ils ont tout ce qu'ils veulent, en fait, il n'y a rien dans ce qui est déclassifié. C'est-à-dire qu'on déclassifie les notes blanches ou les trucs caviardés, mais les notes intéressantes, Mme Borel en parlerait mieux que moi, tout ce qui est intéressant est inaccessible. Donc dans un état de droit, comme on n'est plus à l'époque de Louis XIV, où Louis XIV pouvait dire « l'État c'est moi ». Nous, à notre époque, dans un état démocratique, l'État c'est nous. Donc si chacun d'entre nous, on n'est pas là vigilant pour soutenir ceux qui sont dans ces galères, parce que c'est, quand je vois l'affaire de Ben Barka, effectivement, qui m'avait beaucoup interpellé quand j'étais jeune, quand je vois l'affaire Borel, l'affaire Boulin, l'affaire du Bugalet de Brest, de Karachi aussi, parce que Karachi, ça a touché Cherbourg. Voilà. Donc je pense qu'il y a un enjeu démocratique majeur. Merci beaucoup. Et à Bernard Nicolas d'avoir rappelé que même il s'est appuyé avec d'autres journalistes là, et l'importance du livre. C'est-à-dire ces journalistes qui travaillent beaucoup et qui veulent décortiquer l'affaire sont aussi passés par le livre pour donner leur vérité. On est au salon du livre. Je passe, à mon avis, la parole à Madame Borel, qui voulait absolument parler du secret défense qui a été cité par monsieur. Bon, on prendra votre question après, monsieur. Oui, je voulais juste dire que je voulais, moi, sortir de la victimologie parce que je pense que c'est un faux débat, c'est une fausse classification des citoyens et ça me dérange. Bon, et j'ai découvert que les historiens se heurtaient également au secret défense, mais eux, dans le cadre de dans un autre cadre juridique, puisque les historiens, ils ont possibilité d'avoir accès au dossier et ils ont la possibilité de saisir le tribunal administratif pour arriver à y avoir accès. Or, nous, victimes, on a face à nous le secret défense en même temps, mais nous n'avons pas de juridiction, c'est-à-dire, normalement, un tribunal est indépendant. Et nous n'avons droit qu'à une commission consultative qui a été créée par M. Jospin. Et comme par hasard, alors je le rappelle parce que ça m'a fait beaucoup rire quand je m'en suis aperçue, en général, les présidents de cette commission sont tous issus de la Cour des comptes. Et il faut que vous sachiez que les seuls magistrats qui ne sont pas tenus au secret défense, ce sont les magistrats de la Cour des comptes, c'est-à-dire les magistrats financiers. C'est-à-dire que eux, dans leurs investigations, ils ne sont pas comme un juge d'instruction dont on nous a fait le portrait d'un homme absolument surpuissant, le plus puissant de France. Enfin, ça m'a toujours fait rire.
alors qu'il n'a même pas des officiers à sa disposition et qu'il doit les demander à la police et à la gendarmerie. Enfin bon, bref, passons. Oui, tous les présidents de cette commission consultative sont tous issus de la Cour des comptes. Donc effectivement, on tourne en rond. C'est-à-dire que celui à qui on demande son avis pour savoir si on peut déclassifier ou non, c'est déjà quelqu'un qui, lui, n'a même pas de problème de déclassification puisqu'il a accès au dossier. Mais on a bien choisi, je crois que tous les présidents de la commission consultative, je ne pense pas me tromper, sont tous issus de la Cour des comptes, comme par hasard. Et comme par hasard également, le seul cas, un des 3 cas d'exception aux lanceurs d'alerte, comme par hasard, c'est le secret défense. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit quelque chose qui va contre l'intérêt général, qui le constate, même si c'est une affaire criminelle, si on lui soulève le secret défense, il ne pourra rien faire. Rien. C'est-à-dire que moi, quand on entend des militaires dans le dossier de mon mari, eh bien, à un moment, stop, secret défense, je ne vous réponds pas. Alors, je ne pense pas que la justice, dans l'état actuel, ne soit même plus une autorité. Elle n'a jamais été un pouvoir, je vous rassure. Je ne pense pas qu'elle soit encore une autorité. Je le regrette profondément. Je trouve que l'évolution est dramatique, je le redis. Mais là, on va se battre sur le secret défense et je pense que, malheureusement, la juridiction administrative par rapport à cette notion-là n'est pas plus démocratique que n'importe quelle autre commission ou comité consultatif, dans la mesure où je pense que la jurisprudence du Conseil d'État est quand même très limitative sur tout ce qui concerne la mise en cause des intérêts de l'État ou de la politique étrangère de la France. Madame Borel fait allusion à la loi Sapin 2 avec un décret d'application de avril qui rentre en vigueur au 1er janvier 2018 et qui dit que les lanceurs d'alerte maintenant sont protégés, etc. Mais parmi les 3 critères pour lesquels le lanceur d'alerte ne pourra pas révéler quelque chose contre l'intérêt général, la relation patient-médecin, il y en a un 3e, je l'ai oublié, l'avocat et son client, bien sûr, et ce fameux secret défense. Monsieur voulait poser une question. Merci. Excusez-moi, j'arrive vite. Et avant d'oublier, je voudrais dire 3 choses importantes. Là, on parle d'assassinat. Votre mari, les autres affaires. On est en train de changer l'époque. C'est plus l'assassinat qui est visé pour étouffer quelqu'un. On sait très bien comment effacer les mémoires. On sait très bien comment désormais travailler biologiquement les personnes de façon à ce qu'elles ne soient plus capables de s'exprimer. Et là, face à des États, ces nouvelles armes qui sont désormais bien plus discrètes que l'assassinat. L'assassinat, même si le corps disparaît, il reste quelqu'un qui disparaît. Des problèmes cognitifs et l'effacement des cerveaux, il ne reste plus rien. C'est ça le prochain enjeu et ça commence dès aujourd'hui. Et c'est un enjeu mondial et c'est un enjeu dans lequel tout est lié. Je rappelle que l'ancienne responsable du secteur de la défense de la DARPA, la recherche américaine en matière de défense, est aujourd'hui responsable chez Facebook des nouveaux circuits et en particulier des histoires télépathiques, autrement dit de la prise de contrôle des ondes cérébrales. On n'est pas dans de la science-fiction, on est dans la réalité d'aujourd'hui et votre rôle à vous aujourd'hui est de dire attention face à toutes les difficultés que vous avez pu avoir du temps des assassinats, etc. Demain, la neutralisation des lanceurs d'alerte se fera ni vu ni connu. C'est le premier point. Le deuxième point, et c'est pour ça que je me permets d'intervenir vite pour le dire en une fois, parce que sinon je ne suis pas sûr de pouvoir le dire. Moi-même ayant une certaine expérience en la matière, hélas. Le deuxième point, vous parlez lanceur d'alerte, aller jusqu'à la lettre, aller jusqu'à l'écrit. Le problème qui se pose quand on n'a plus de mémoire, ponctuellement ou définitivement, on n'est plus capable d'écrire. Parce que écrire implique des fonctions cognitives où on doit se souvenir. C'est exactement le même type de problème que quand on a Alzheimer, etc. On commence une phrase, on ne sait plus ce qu'il y a derrière. Et donc, il faut des structures permettant de protéger biologiquement, ce que j'entends par protection biologique des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire tous les marqueurs, on connaît à peu près l'ensemble des différents produits qui sont en cause, qui permettent justement de vérifier que la personne n'a pas été biologiquement transformée, puisque c'est cognitivement transformée. Je rappelle également que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Europe, le grand enjeu, c'est la connaissance du cerveau, avec en Europe, c'est en Suisse, aux États-Unis, etc. C'était contrôlé par les militaires.
troisième point, peut-être? Oui, et le troisième point, donc c'est la protection biologique et des sas d'écoute. Le lanceur d'alerte, aujourd'hui, doit pouvoir simplement parler. Il ne faut pas qu'on lui demande d'écrire. Non, parler en public, c'est une chose. Parler, avoir des sas d'écoute. La question du défenseur des droits est une petite question, mais qui peut être prise, en particulier dans le cadre du secret défense, etc. Il faut que tout ça puisse aller très vite. D'accord. Parce que les interventions de neutralisation avant que les histoires ne sortent, il est extrêmement facile d'isoler quelqu'un. On peut le faire divorcer en 15 jours. Son conjoint peut être parti. On peut faire le chantage aux enfants. Merci. Voilà. Oui, mais, c'est ça les enjeux, les vrais. Mais l'objet d'une autre table ronde, il faudra maîtriser ces enjeux-là. Il existe aussi un risque actuel, extrêmement doux, qui est la disparition des données qui ont été numérisées. Maintenant, tous les dossiers juridiques sont numérisés. Et donc, il est extrêmement facile de faire disparaître des données, des dossiers, un simple clic. Tout ce qui aura été porté juridiquement devant les tribunaux, qu'ils soient indépendants ou pas, sera disparu ou modifié absolument. Donc, c'est encore beaucoup plus simple que ce que disait le précédent. Finissez, s'il vous plaît. Je disais, c'était encore beaucoup plus simple que ce qui a été précédemment présenté par monsieur. On peut faire disparaître des gens, des histoires, des informations, simplement parce qu'un tribunal va faire disparaître un dossier. Peut-être juste pour d'autant que tous les dossiers auront été portés numériquement. D'accord. Pour rebondir peut-être sur le secret défense et éventuellement la surveillance en ligne, parce que c'est un petit peu en lien. James Dune n'a pas écrit de livre, peut-être qu'il en écrira un jour, mais Glenn Greenwald, qui a révélé l'affaire Snowden, en a écrit un. Qui, je crois, est disponible ici. Et c'est seulement pour rappeler que Edward Snowden, c'est justement le fameux secret défense qui fait qu'aujourd'hui il est encore en Russie et qu'il est du coup poursuivi pour intelligence avec l'ennemi. Voilà, c'est juste pour rappeler ça. On va prendre une dernière question et après nous clôturerons ces débats. S'il n'y en a pas, c'est pas un problème. Vous voulez dire un petit mot de fin, Madame Borel ? Très bien. Alors moi, oui, allez-y. Non, moi ce que je crois simplement, c'est que dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, vraiment leur apprendre à pas toujours obéir et à devoir dire non à certains moments, je pense que ça c'est très très important. Il ne faut pas tout accepter. Monsieur Christophe. Oui, pour rebondir sur Madame et Monsieur, faire disparaître les données numériques ou les données cérébrales, mais quand ce n'était pas encore des données numériques, les disparitions de dossiers, de scellés physiques, papier et autres avaient déjà cours. Donc le processus de disparition est consubstantiel au fonctionnement du système français. Voilà. Merci beaucoup. Alors, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, qui est quand même extrêmement dur, sombre, je voulais finir sur une note d'espoir. Je voulais vous dire qu'il existe un pays, l'Italie, où la magistrature, les procureurs sont indépendants, où ils ont l'obligation de poursuivre. Ils n'ont pas le principe de l'obligation, ils n'ont pas le principe de l'opportunité des poursuites. Ils sont obligés de faire des actes. Quand un procureur ne veut pas faire de procès, c'est un autre magistrat du siège qui vient valider la procédure et qui dit s'il y a procès ou pas. Donc ce n'est pas comme en France où un seul homme peut classer sans suite, sans presque aucun moyen de recours. J'exagère, mais en tout cas, c'est pas comme ça en Italie. Et le magistrat, en tout cas le magistrat anti-mafia, a des officiers de police judiciaire sous sa responsabilité, notation et carrière. Les officiers de police judiciaire en Italie ne dépendent pas de chaque ministère, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Le ministère des Finances n'a pas les mêmes intérêts que la justice et n'a pas les mêmes intérêts que l'intérieur. Ce pays qui a connu 24 assassinats de magistrats entre 1970 et 1992, des bombes dans la galerie des Offices à Florence, à Rome, et etc., qui a connu des centaines et des centaines de morts, 3000 morts entre 78 et 82 dans la guerre des mafias, ce pays aujourd'hui connaît beaucoup moins d'assassinats, 5 assassinats mafieux en Sicile l'année dernière. Pour 5 millions d'habitants, c'est le minimum syndical, je suis désolé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il existe des moyens, avant d'en arriver à la protection des données, etc., il existe des moyens d'impliquer les citoyens face à ces phénomènes.
Et je peux vous garantir que dans la lutte contre la mafia, il y avait aussi des barbouzes, des membres des services de renseignement, de la raison d'État, puisque par exemple, il y avait la lutte contre le communisme jusqu'en 92 qui était très importante. Et donc, vous pensez que ce n'est pas transposable en France, mais moi je vous dis qu'on peut impliquer les citoyens contre la grande criminalité et les barbouzes. Pour ça, il faut leur donner les biens confisqués. Il faut que l'appartement de Claude Guéant devienne le siège de l'association Transparence Internationale. Il faut que le moulin de Giverny de M. Balkany devienne un centre d'apprentissage où on apprendra aux enfants à dire non et surtout on leur apprendra un métier. Il faut que celui qui a menacé un journaliste, etc., sa maison à Paris ou ailleurs devienne la maison des journalistes. Il y a une maison des journalistes à Paris qui accueille des journalistes albanais, bulgares, qui sont menacés dans leur pays, si vous ne le savez pas. Donc, le symbole de ce dispositif qui pourra être un jour, j'espère, arrivé en France, c'est ce petit pot de marmelade d'orange sicilienne, fait par des coopératives. Donc vous voyez, c'est bio, c'est fait par des coopératives et ça a été fait sur des terrains confisqués à la mafia. Voilà. Depuis 20 ans, on fait ça en Italie et ça a changé le rapport de force. Alors je sais que certains vont me trouver ridicule, qu'ils n'y croient pas, mais je peux vous garantir que ça marche. Pensez à l'usage social des biens confisqués. Engagez-vous. Merci beaucoup d'avoir été présent ce matin.